C'est parti. Merci, bonjour. Bonjour, moi aussi je vais vous parler de jouissance, donc je vais prendre la suite de ma collègue Amélie. Et comme la pédagogie c'est aussi l'art de la répétition, je vais répéter un certain nombre d'éléments. Pour introduire cette diapo, j'ai choisi, vous voyez ici, 3 images qui nous amènent à réfléchir à ce que l'on entend par la sexualité, évidemment. Et puis, je pourrais détailler ces images, mais faute de temps, je ne vais pas les détailler tout de suite, j'en ai d'autres pour vous amuser, vous réveiller. N'est-ce pas éloquent? Ça, c'est la sexualité. Enfin, ça pourrait être la sexualité. Comment vous la percevez, la sexualité? Est-ce que vous la percevez plutôt comme le dessin de gauche? Vous voyez ce que c'est, le dessin de gauche? C'est un thermostat. Un thermostat, ça a comme fonction de réguler la température et de maintenir la température à un niveau stable, quelles que soient les fluctuations environnementales. En d'autres termes, c'est un modèle de l'homéostasie. Et de l'autre côté, nous avons la vallée de Waddington, qui est une bille qui descend et qui va devoir affronter des irrégularités du terrain, mais qui va continuer à descendre. Ces deux modèles, d'après vous et pour vous, qu'est-ce qui représente le mieux la sexualité? Est-ce que c'est un thermostat, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de retomber toujours dans l'état initial, ou est-ce que c'est plutôt notre sexualité, vos sexualités, les sexualités de vos patients, c'est plutôt une bille qui va continuer son chemin et qui va, malgré les obstacles, réussir à avancer? Je vous laisse y réfléchir, ne répondez pas tout de suite, j'en ai d'autres. Alors, je vais vous faire voir 2 groupes d'images. Et je vais vous demander de réfléchir à ce qui représente le mieux la sexualité. J'ai essayé d'être à la fois visuel et de vous réveiller le matin, et aussi d'être assez dans la diversité. Donc vous avez ici 6 images, je pense qu'elles sont assez éloquentes. C'est une première représentation de la sexualité, deuxième représentation. Je vous les refais voir si jamais vous avez un doute. Est-ce que c'est plutôt ça la sexualité ou est-ce que c'est plutôt ça? Alors vous allez me dire c'est pas antinomique. Il y a d'un côté des représentations expérientielles de la sexualité et il y a, c'est ici, au cas où. Et ici, des représentations dites scientifiques avec les modèles que vous connaissez peut-être assez bien, le modèle de Master et Johnson complété par Kaplan, le modèle de Basson dont on a parlé hier avec cette idée de circularité, je crois que c'est Jeanne qui en a parlé hier, et puis un modèle aussi intéressant, sans doute l'un des premiers modèles, un modèle récent qui va permettre de rendre compte de l'excitation d'une manière assez dynamique, peut-être plus que le modèle de Master, Johnson ou Kaplan, le modèle du double contrôle de Bancroft et Johnson. Ces modèles, ils sont super intéressants, mais ils renvoient plutôt au côté du thermostat. Même le modèle de Basson reste un modèle de retour à l'état initial, c'est-à-dire ce sont des modèles homéostatiques. Ce qui fait que quand on a nos patients, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté notre patient, c'est celui de droite, qui vient parler d'une expérience. Et on a d'un autre côté notre discours expert, qui vient parler de modèles. Et ces modèles, je vous dis, ça va être une confrontation. Alors, charge à nous, en tant que professionnels, évidemment, de réussir à traduire dans nos langages scientifiques les expériences. Mais nos modèles sont-ils à même de rendre compte de l'expérience de sexualité? Vous voyez, je reformule ce que ma collègue a dit à ma manière. Alors, j'ai plus du tout ma mise en page. C'est pas grave. Les paradigmes de la fonction sexuelle, on les connaît et sont été vachement importants, comme le disait Damien hier. La sexualité, on a réussi à en faire quelque chose de sérieux. Pourquoi sérieux? Parce qu'elle s'inscrit dans un modèle physiologique. Master et Johnson, 1966. On sait qu'on va avoir... Je vais peut-être mettre un pointeur. Ouais. Avec le modèle de Kaplan, on a ce que l'on veut, on a ce que l'on aime et on apprend. Et ça va se répercuter au niveau du cerveau. On a des aires cérébrales qui vont s'activer progressivement et puis d'autres aussi qui vont s'inhiber. C'est important parce que la sexualité, c'est pouvoir se laisser aller, mais c'est aussi pouvoir bloquer un certain nombre de réflexions. Si vous vous mettez à penser à ce que vous devez faire, à ce que vous devez, aux enfants, aux différentes contraintes, ça ne va pas marcher. Donc il faut qu'il y ait aussi des aires cérébrales qui soient capables de désactiver un certain nombre d'éléments. Et c'est intéressant, il aura quand même fallu assez longtemps pour qu'on puisse se rendre compte qu'il se passe quand même pas mal de choses d'un point de vue neurobiologique, neurophysiologique, dans le cerveau.
Le problème, c'est qu'on reste dans une logique assez homéostatique qui nous amène à penser que la sexualité, c'est quelque chose qui est devenu complètement naturel, qui suit son cours, c'est-à-dire qu'il y aura une phase de désir qui va pouvoir s'observer dans le cerveau, il y a une phase d'excitation, une phase de plateau, d'orgasme et de résolution. En d'autres termes, le plaisir via l'orgasme est un résultat attendu d'une interaction sexuelle normale. Les termes que je viens d'utiliser sont en train de poser la naturalisation de la sexualité. Alors le problème, et on en a évoqué un certain nombre, c'est que dans les différents moments de la sexualité, d'une interaction sexuelle, ça ne semble pas toujours se dérouler de manière aussi linéaire. On sait que la satisfaction sexuelle n'est pas réductible à la fréquence ou même à la possibilité d'avoir ou d'atteindre des orgasmes. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ma collègue l'a évoqué, c'est que tous les orgasmes ne se valent pas et que l'orgasme peut être vécu négativement. On a parlé du fossé orgasmique la dernière fois, enfin, hier d'ailleurs. Il y a des orgasmes chiants, les boring orgasmes ou les borgasmes. Vous savez, c'est ces orgasmes où vous dites « j'aurais mieux fait d'aller faire une balade » parce que franchement, ouais, ok, c'est sympa, mais une petite soirée télé, ça peut être sympa aussi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, là, je le fais du côté de l'humour, mais une femme ou un homme, parce qu'on les oublie souvent, qui a un orgasme dans le cadre d'un viol, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du plaisir? Alors oui, on commence un petit peu à se dire, finalement, l'orgasme et le plaisir, c'est compliqué. Important cette remarque-là, parce qu'il arrivait, espérons, que dans des tribunaux, on discrédite la parole de la personne qui a été violée en disant « oui, mais vous avez eu un orgasme, c'est donc que vous avez peut-être aimé ». Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est un viol. Donc vous voyez, il y a derrière cette réflexion-là aussi une réflexion qui est éthique. Ce que je veux dire par là, c'est que satisfaction sexuelle, orgasme, plaisir ne sont pas réductibles les uns les autres, et puis du coup, ça nous amène quand même à voir que que des conditions identiques n'amènent pas forcément toujours à la même solution. En d'autres termes, la linéarité de la réponse sexuelle, c'est peut-être pas si simple. Et puis le deuxième élément, je vous ai fait voir des modèles scientifiques. C'est bien, il y a des courbes, etc. On a l'impression que c'est vachement bien. Vous savez, il y a des gens qui se battent. Est-ce que c'est plutôt Master et Johnson? Est-ce que c'est plutôt Basson? Sauf qu'on se rend compte aussi que quand on demande à des cohortes d'individus quel modèle reflète le mieux leur expérience, il y en a qui vont dire « moi c'est plutôt le modèle linéaire, moi c'est plutôt le modèle circulaire », voire même ça oscille pendant ou selon le type d'interaction sexuelle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus d'universalité de la réponse sexuelle, en tout cas pas telle qu'on l'a transcrit dans les modèles de la réponse sexuelle. Alors, le problème qu'il y a, j'ai vraiment plus du tout aucune mise en page, le problème qu'il y a, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ces incohérences? Qu'est-ce qu'on fait des orgasmes qui arrivent sans plaisir? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui arrivent à être satisfaites sans orgasme? La réponse est simple, on ne remet pas en cause le modèle, on se contente de dire « c'est que vous avez un problème ». On va pathologiser plutôt que de chercher à remettre en cause le modèle. Alors qu'est-ce que ça a comme effet? Ça va déjà avoir comme effet de renforcer l'impératif orgasmique et aussi la pression orgasmique. Parce qu'on parle beaucoup d'impératif orgasmique, il faut jouir. Le corollaire, c'est aussi que certaines vont simuler ou se forcer à avoir des orgasmes pour éviter de s'en prendre une, tout simplement. Alors, réfléchissons un petit peu. C'est quoi le plaisir? C'est quoi le plaisir? C'est-à-dire que si je vous demande ce que vous aimez, ici, vous êtes un certain nombre, il est très peu probable que vous me disiez tous et toutes, que vous avez le même rapport au plaisir, que vous avez les mêmes plaisirs. Et si je vais un petit peu plus loin et je vous dis qu'est-ce qui vous fait plaisir, par exemple, sur telle musique, tel plat, etc., certains vont accentuer, si on est sur la musique, certains vont me dire c'est comme ça me prend dans le corps. D'autres vont me dire c'est la manière dont ça me fait voyager. Donc on va avoir une variation dans la manière de décrire des moments particuliers du plaisir. Alors le plaisir, est-ce que c'est un état? Ou est-ce que c'est pas plutôt un processus? C'est une réflexion qui va être assez intéressante. Et puis ce plaisir, il convoque quoi? Il convoque votre histoire, il convoque votre désir, évidemment, il va dépendre des contextes, il va dépendre de votre capacité aussi à anticiper ce que vous allez éprouver. Ce qui est intéressant, c'est que notre plaisir, le plaisir sexuel, même dans cette bonne vieille définition de l'OMS, ce plaisir sexuel, il est naturalisé.
On ne nous en parle pas. On nous dit, si tout va bien, dans les contextes, si toutes les conditions sont réunies, alors vous aurez du plaisir. Sauf qu'il y a des gens qui ont des contextes favorables, qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas de plaisir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent en disant, je ne comprends pas, tout va bien, mais tout va mal. Ce qui amène à une certaine culpabilité. Alors, c'est quoi le plaisir? Première question, doit-on définir le plaisir? On a un gros problème parce que si on il ne faut pas définir le plaisir. C'est sans doute pour ça que la définition de l'OMS est volontairement globale, parce qu'elle doit pouvoir être transposable à une pluralité de cultures. Il ne faudrait pas définir le plaisir, parce que si on définit le plaisir, on le normalise, on en pose une norme, ça devient une injonction, on risque d'exclure, de discriminer, et c'est pas possible, parce qu'il faut pouvoir s'adapter à chacun. Dans nos pratiques, c'est vachement important. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si on ne le définit pas? Quand on ne définit pas quelque chose, on le rend perméable à un autre élément, c'est les représentations sociales. On nous dit, le plaisir, c'est hyper important. Il faut avoir fait l'expérience du plaisir. Si vous n'avez jamais fait ça, vous avez raté votre vie. C'est quoi? Je ne te dirai pas. Comment on fait? Eh bien, on va chercher dans l'environnement social des normes, des discours qui nous permettent de construire notre rapport au plaisir. En d'autres termes, en ne voulant pas normaliser, on impose des normes. Alors, c'est quand même assez gênant parce que nos patients comme nous, on en arrive toujours à la même question. Les plaisirs sont-ils normaux, anormaux, ou sont-ils des plaisirs monstrueux? Nous, on va se le demander, notre patient va se le demander. La tentative, souvent, nous, professionnels, c'est de dire « il n'y a pas de normal en sexualité ». Vous avez envie de le dire quand un patient vous dit ça. Ça s'appelle les prendre pour des cons. Pourquoi? Parce que, certes, on n'a pas envie de normaliser, mais le patient, quand vous lui dites « il n'y a pas de normal », il essaye de s'ajuster à ce qu'il pense que vous pensez du normal. Donc en fait, il y a un normal en sexualité. Ça s'appelle les troubles paraphiliques. Et parfois, juste poser ce cadre en disant si, le normal dans la sexualité, c'est une sexualité où l'ensemble des partenaires sont consentants, on discutera du consentement, et où il n'y a pas de souffrance. Juste ce cadre permet de définir des bornes assez larges qui vont permettre au sujet de se positionner. Alors, comment on va se sortir de tout ça? Alors vous allez me dire, la science a réussi, c'est pour ça qu'on s'est dit, finalement la sexualité c'est de l'orgasme, parce que l'orgasme, on le mesure, on peut voir la physiologie de l'orgasme, sauf que l'orgasme, c'est aussi intrinsèquement lié à des dimensions sociales. Vous avez dans un certain nombre de presses masculines ou féminines, le fait qu'avoir des orgasmes, c'est ce qui vous définit, how to be a man. Il faut donner des orgasmes si vous voulez être un bonhomme. Il faut pouvoir faire l'expérience de l'orgasme, nous dit la presse féminine tous les ans. Donc même l'orgasme est pris, bien qu'il soit physiologique, est pris dans des dimensions psychosociales. Alors, finalement, c'est quoi le problème? Et comment s'en sortir? Peut-être que s'en sortir, ce n'est pas de donner une définition d'une forme du plaisir, une forme de l'orgasme. C'est peut-être pas de dire voilà ce que c'est en tant que description d'un état, mais c'est peut-être plutôt d'écrire des processus qui permettent justement de ne pas figer ce que ça devrait être, mais d'expliquer les conditions d'émergence du plaisir. Il faut donc changer l'engagement définitionnel, ne pas figer la forme, pour plutôt s'intéresser à la dynamique du plaisir. C'est une posture éthique. Si vous figez, si vous ne dites pas ce que c'est, si vous dites ce que c'est, vous êtes dans une question normative. Si vous déplacez le focus en disant voilà comment voilà la dynamique des processus de plaisir, vous ne le figez pas. Alors, le plaisir, c'est quoi? Le plaisir, c'est une petite ville dans les Yvelines. Plaisir, c'est une ville des Yvelines, code postal 78 000, je ne sais plus. C'est une ville vachement sympa. Si je vous demande de décrire une ville, que vous habitez cette ville, vous allez me dire, c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle il y a des rues où j'ai plein de souvenirs. J'aime me promener dans la rue près de l'église. Elle sent bon. C'est une rue où il y a aussi des murs, des couleurs. Je me rappelle comme ça a changé. Et puis vous voyez ici, les volets, comme ils sont agréables. Ils grincent quand on passe devant. Ça me rappelle ma jeunesse. D'ailleurs, je passais ici avec des amis. Vous êtes capable de me décrire des rues, des ambiances, des moments d'une ville. En sexologie, quand on parle du plaisir, on dit c'est le plaisir. Vous avez du plaisir. Globalement, vous êtes en train de dire, vous êtes passé à plaisir? Ouais, ok. C'est-à-dire qu'on décrit mieux une ville
qu'on décrit une expérience dont on nous parle tout le temps, dont on nous dit, mais c'est quand même le truc le mieux. Et c'est quoi? Bah, c'est le plaisir. On n'est pas foutu de savoir ce que c'est que le plaisir, alors qu'on est capable de décrire la ville de plaisir. Alors, le plaisir, il faut le penser, ma collègue vous l'a dit avec brio, comme une expérience. C'est quoi cette expérience? La sexualité, c'est effectivement faire une expérience hédonique dans un contexte, on l'a vu, et je le redétaillerai très rapidement après. Ce qui fait que, encore une fois, il faut décrire l'expérience de plaisir comme, dans un contexte spécifique, la sexualité, dont on l'a vu, c'est une situation de vulnérabilité, la sexualité, même quand tout va bien. D'ailleurs, pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait une vulnérabilité, mais qui soit acceptée, assumée et partagée. Se mettre nu devant quelqu'un, c'est pas facile. Se mettre nu, on se met nu physiquement, on se met nu psychologiquement. Et ça, c'est pas rien. C'est accepter le regard de l'autre, accepter des odeurs, accepter une voix qui peut être désagréable ou agréable. C'est accepter des pratiques, accepter des mouvements, accepter ses propres mouvements, accepter ses fluides. Tout ça, c'est des situations qu'on va devoir accepter, tolérer, dépasser. C'est une situation de vulnérabilité, c'est un ensemble de perturbations. La sexualité, on pense souvent aux perturbations négatives, c'est ce que nous dit, c'est le paradigme de la santé sexuelle classique. Attention, il y a des risques, vous risquez de choper des IST, vous risquez de choper des bébés, vous risquez de choper tout ce que vous voulez. Quand votre partenaire arrive et vous dit d'un seul coup, aujourd'hui, on va tenter la sodomie, c'est pas forcément désagréable, mais ça peut être une petite perturbation si vous n'étiez pas préparé. Ce que je veux dire par là, c'est que même des éléments positifs viennent perturber la sexualité et que notre expérience de plaisir doit se reconfigurer. On n'est pas dans un thermostat, on est dans cette idée d'une bille qui découle le long d'une vallée. Alors le système hédonique, ma collègue en a parlé rapidement, et pourquoi c'est utile et comment on pense tout ça? Pour penser la résilience de la sexualité, puisque c'est une situation de vulnérabilité qu'on va devoir compenser, il va falloir trouver des mécanismes de résilience. Dans la théorie de la robustesse biologique, on a un auteur qui est fascinant, c'est Kitano. Kitano, il nous dit que les systèmes biologiques ont un certain nombre de propriétés, de mécanismes de résilience, modularité, découplage, non-linéarité et redondance. Pour faire plus simple, pourquoi est-ce qu'on aurait orgasme, plaisir et satisfaction? À quoi ça sert? C'est vrai, hein, s'il y avait le plaisir. En fait, on a trois mécanismes. C'est hyper adaptatif. S'il n'y a pas d'orgasme, il y a quand même du plaisir. Il y a quand même de la satisfaction. Ça permet de compenser. S'il y a un problème au niveau de l'orgasme à un moment ponctuel, le plaisir et la satisfaction peuvent venir compenser. Ce qui fait qu'on a toujours une possibilité d'équilibrer ou d'avoir une certaine cohérence dans les relations sexuelles. Alors, ma collègue vous les a donné un certain nombre d'éléments. L'orgasme, on peut le définir, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est une réaction paroxystique. Le plaisir, c'est transversal à l'expérience. Et la satisfaction, c'est de l'après-coup. Ces trois éléments, c'est important. Dans la pratique, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, on travaille là-dessus. Quand vous demandez à un patient, qu'est-ce que vous vivez? Quels sont vos plaisirs? Il vous parle tout de suite d'orgasme. Le simple fait de dire il n'y a pas que l'orgasme, ça les pose, et ça permet de repérer dans la temporalité toute la richesse de l'expérience. Ça permet de réamorcer quand même pas mal le travail. La sexualité, ça pique les yeux, ça pique un petit peu les yeux. Quand vous dites à un patient, comment vous interrogez la satisfaction? La réponse classique consiste à dire, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, non. On a vachement avancé, il y a quand même un danger, c'est-à-dire que vous, quand vous dites ça, vous êtes en train de dire, est-ce que vous faites partie de la catégorie des gens qui sont satisfaits, la catégorie des gens qui ne sont pas satisfaits? Ça a un effet pervers, hein, c'est-à-dire que ça devient une composante identitaire. Si on commence à affiner les choses, on peut le faire d'un point de vue quantitatif, on dit sur une échelle de 1 à 10, on va pouvoir faire varier, et on va passer d'une dimension identitaire à une dimension qui peut varier dans le temps. Mais ce qui va être intéressant, c'est de se dire que la satisfaction sexuelle, le plaisir ou l'orgasme, ce sont des construits. Vous ne vivez pas tous et toutes les orgasmes de la même manière. Et en fait, c'est une pluralité de ressentis. L'orgasme, ça peut être à un moment paroxystique un plaisir intense, un relâchement intense, une intimité émotionnelle qui va apparaître, qui va exploser d'un seul coup. Ça peut être aussi évidemment des dimensions sensorielles, des spasmes, des sensations de pulsations, etc. Tout le monde ne vit pas l'orgasme de la même manière. Pourquoi nous
passons notre temps à juste dire « Vous avez eu un orgasme? Qu'avez-vous éprouvé pendant l'orgasme? Comment avez-vous atteint l'orgasme? Quel est le chemin de votre orgasme ?» C'est la même chose pour la satisfaction. La satisfaction, c'est une évaluation rétrospective d'un ensemble d'éléments. Le plaisir, c'est la même chose. Ici, vous avez les plus grands détails. Je passe rapidement. Vous voyez, orgasme, on en a parlé. Ça, c'est le modèle de Goldie 2016. Et puis, ici, vous avez le modèle de la satisfaction sexuelle de Lawrence and Byers. Ce qui fait qu'on doit passer d'une clinique ou d'une interrogation sur des états. Êtes-vous satisfait? Avez-vous des orgasmes? Avez-vous du plaisir? État, possession, ça enferme. C'est pratique, on gagne du temps, mais on ne comprend pas notre patient. Et notre patient, il ne se comprend pas non plus. Or, quand on l'accompagne dans la granularité des éprouvés, c'est-à-dire une capacité à lire finement ce qu'il ressent, et ben on se rend compte que ça marche. Ce qui n'est pas étonnant, puisque on sait, je vous ai mis une publication récente de 2022 sur la granularité émotionnelle. On sait que plus on arrive à percevoir finement ce que l'on ressent, ce que l'on éprouve, meilleure sera la résilience psychologique. Pourquoi? Déjà parce qu'on arrive à trier ce qui nous arrive. Et le deuxième élément, c'est qu'on arrive plus facilement à communiquer. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans une relation sexuelle aussi? La communication. D'où cette nécessité ou cet intérêt de pouvoir être plus fin dans notre manière de parler les choses. Dernier point, ce qui fait que notre plaisir est finalement une constellation d'expériences, expériences de plaisir en elles-mêmes, expériences d'orgasme, d'expériences de satisfaction. Ce sont des éprouvés, on peut représenter comme des points, et puis ces éprouvés, ils n'apparaissent pas tous d'un coup. Si l'orgasme, c'est pas juste, je vais prendre ici, là je suis en train de ressentir un plaisir intense, à quoi s'ajoute un relâchement, une intimité émotionnelle et une extase. Je pense que l'accumulation de ces différentes sensations vont m'amener à l'orgasme. Je ne pense pas que ça marche comme ça. C'est plutôt des processus, des chemins, un voyage que l'on fait au sein de chaque sensation qui vont faire émerger une expérience plus globale qui est l'orgasme. D'où cette idée de chemin. Ce qui fait qu'on peut accompagner nos patients assez simplement. On prend un questionnaire. Par exemple, ici, vous avez la New Sexual Satisfaction Scale Short Form, version française. Appréciez mon accent anglais. Vous avez ici les 12 items de l'inventaire de satisfaction sexuelle que j'ai traduit et publié en 2023, c'est de la pub. Et plutôt, déjà, amener les patients à percevoir la granularité des choses, c'est leur dire, voilà tout ce que peut être la satisfaction sexuelle. Leur demander de détailler, les accompagner pour qu'ils nous parlent de la satisfaction liée à ces différents éléments. Déjà, c'est un gros boulot. C'est tout ça, être satisfait. Et puis après, les amener à voir par quel chemin ils passent quand ils sont satisfaits. Et ça nous amène à réfléchir à la manière dont s'articulent ces différents éléments. Et cette articulation, c'est ça qui nous amène à la jouissance. Hier, je vais passer celle-ci. Là, il passe une diapo. Attendez. Il manque une diapo. Voilà. Ce que nous avons appris hier. J'avais dit que je le mettrais. On nous a dit hier, quand on a discuté, ouais, mais il y a des lois, c'est bien, mais les lois des hommes, c'est pas toujours les mêmes. Et puis, il y a les lois des hommes, et puis, je travaille avec des pasteurs aussi, ils me disent, non, mais il y a la loi de l'homme, et puis il y a la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est toujours supérieure à la loi de l'homme. Donc, tout ce que l'on dit, parfois, on est obligé, évidemment, de l'ancrer contextuellement. Et puis, une autre femme nous a dit, hier, parfois, l'excision n'est pas perçue comme une violence par les femmes elles-mêmes. J'avais dit que je la remettrais, je trouvais ça assez intéressant. Le consentement n'existe pas toujours. Alors j'ai mis toujours parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la phrase, enfin d'avoir bien noté la phrase. Le consentement n'existe pas en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a différentes manières de voir les choses. On peut percevoir les choses comme il y a un fonctionnement normal et il y a une culture qui vient, mais ce n'est pas la bonne culture. Je caricature exprès. Il y a une culture qui vient entraver le fonctionnement normal. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que cette culture, elle donne sens au vécu. Ça veut dire qu'elle n'est pas présente comme quelque chose, une instance supérieure par rapport au vécu. Elle est à l'intérieur même du vécu. Je ne sais pas si vous connaissez Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est lui qui a créé la notion d'androïde. Isaac Asimov,
Il nous dit un robot, dans son cycle des robots, un robot est fabriqué conceptuellement, matériellement, autour d'un cerveau positronique, une architecture informatique. Dans ce cerveau positronique, il y a les 3 règles fondamentales de la robotique. Il y a un robot ne peut pas nuire à un être humain. Un robot ne peut pas, par inattention ou inadvertance, nuire à un être humain. Il y a juste 3 règles fondamentales. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'intérieur même du cerveau, en hardware. Nos règles sociales, nos normes, elles ne sont pas extérieures au sujet, elles sont à l'intérieur. Je reviens sur mon modèle. C'est ici que se situent les contextes. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient impacter. Les contextes, c'est eux qui vont donner sens au lien entre plaisir, orgasme et satisfaction. C'est eux qui vont impacter à l'intérieur même de l'expérience de plaisir, qui vont conduire à faire des liens entre les différents éprouvés ou les supprimer. Alors ça, c'est la même version, mais la version plus complexe. Ce qui fait qu'on peut distinguer sur juste le modèle de satisfaction, le sous-système de satisfaction, on va avoir des contextes qui vont appauvrir la satisfaction en limitant les chemins possibles de la satisfaction. A contrario, une expérience plus riche, c'est une expérience qui est faite de pourquoi pas potentiel. Je peux affronter plein de choses parce que je suis toujours capable de voyager. Je suis capable d'aller d'un point A à un point B, de plein de manières possibles. Et quand on travaille comme ça avec nos patients, qu'ils remarquent que finalement c'est très linéaire la manière de voir, mais qu'il y a plein d'autres manières de vivre sa sexualité, là aussi, on avance pas mal. Là-dedans, il y a le désir, mais c'est mon collègue qui va vous faire le chemin. Ça, c'est le modèle vu dans sa globalité. Je passe aussi pour ne pas dépasser. Alors, quelques pistes d'intervention, et je vais m'arrêter là-dessus. La première étape, c'est évidemment de décentrer de la dysfonction pour aborder la jouissance. Avec ma collègue, la première étape, effectivement, quand on a nos patients, et une fois qu'ils nous ont exposé leurs problèmes, on commence par leur dire, mais on n'est pas là pour travailler. Enfin, vous êtes venus pour aborder les dysfonctions, mais nous, on travaille sur la jouissance, et on définit la jouissance. Jouir, c'est se sentir légitime de faire ses expériences de plaisir, ses expériences hédoniques. C'est hyper important, parce qu'on parle de plaisir, et en plus on dit le plaisir, ça ne va pas de soi. Encore faut-il s'autoriser à le vivre dans un cadre en fonction des normes. Et rien que là, on a une belle séance. Et puis après, comment le patient définit son expérience de plaisir? C'est-à-dire qu'on va l'amener à discuter de ce qu'est l'orgasme, le plaisir et la satisfaction. Sa définition, nos définitions. On va travailler sur la granularité, je vous en ai parlé, distinguer les différents niveaux d'expérience. Et puis on va cartographier au fur et à mesure avec eux pour faire voir le voyage et les possibilités de voyage. On va déterminer l'influence des contextes, c'est-à-dire comment les itinéraires vont finir par être balisés par l'histoire, et puis voir s'il y a des itinéraires alternatifs. Et puis après, on va questionner l'adéquation entre ce qui est voulu, le désir, et la possibilité de vivre les expériences, c'est-à-dire la jouissance. Ça peut être une variation quantitative ou qualitative, c'est-à-dire que le désir va venir possiblement perturber, solliciter, remuer les possibilités de vivre l'expérience de plaisir. En conclusion, il faut passer d'une science des dysfonctions ancrée dans un paradigme sanitaire à une sexologie, science de la jouissance, c'est-à-dire science des plaisirs, vécue comme légitime. Cela suppose une réflexion transdisciplinaire, et ça c'est un élément qui est important, une réflexion avec des médecins, puisque les éprouvés peuvent être impactés par le hardware, la dimension biologique. Ça va passer par un travail avec des psychologues, parce qu'il y a la question de l'appropriation individuelle. Ça va passer par un travail avec des sociologues, des anthropologues, parce qu'il va y avoir la question de l'inscription contextuelle. Tout ça, c'est une réflexion sexologique, défend une approche spécifique de la sexologie, c'est-à-dire l'inscription de tout ça au sein de ce qu'on peut appeler l'identité hédonique, c'est-à-dire la manière dont on se définit dans nos propres plaisirs.
Il faut donc se décentrer d'une vision homéostatique du plaisir pour être vers un plaisir homéorésique, qui est l'image de la vallée. Je vous remercie de votre attention.